Aujourd'hui, j'ai eu l'immense privilège d'avoir une belle et grande conversation avec Gregg Braden, que vous connaissez fort probablement car il est l'auteur de nombreux livres, dont La Divine Matrice. Ensemble, nous avons parlé de l'existence d'un champ vibratoire, un champ quantique, auquel nous sommes tous interreliés. Est-il possible, selon vous, qu'une telle réalité existe? Et si oui, comment ça fonctionne? Et surtout, qu'est-ce que cela a pour effet sur nous et sur le monde dans lequel on vit? Et comme je suis formatrice de l'Institut HeartMath en Californie et que Gregg Braden participe de près aux recherches scientifiques menées par cet institut, vous comprendrez que je me suis grandement intéressée à l'intelligence du cœur et à la puissance de notre connexion cœur-cerveau. Lorsqu'on arrive à établir une véritable connexion cœur-cerveau, lorsqu'on entre en cohérence, vous avez sûrement déjà entendu ce terme, un phénomène fantastique se produit à l'intérieur de nous. Gregg Braden explique ce phénomène de façon magnifique et je vous invite à l'écouter très attentivement. Annie, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui dans le désert du Nouveau-Mexique, où j'anime un extraordinaire événement, du chaos à la cohérence, et où des gens de 60 pays différents sont réunis. Oui, une conférence fantastique, From Chaos to Coherence, un séminaire auquel j'assiste présentement. Pour commencer, Gregg, j'aimerais vous entendre sur la puissance du cœur et la sagesse du cœur. Cette conversation sera très intéressante, car nous parlerons des nouvelles découvertes faites à ce sujet par un homme qui a comme nom de famille Armour, qui est amour. Je vais commencer en disant ceci. De nouvelles découvertes, qui remontent à environ 150 ans, sont venues bouleverser la pensée scientifique en ce qui concerne l'être humain. Notre corps physique, nos origines, notre histoire, nos capacités, notre potentiel, et beaucoup de ces découvertes sont en lien direct avec le cœur humain. En 1991, nous avons découvert dans le cœur environ 40 000 cellules spécialisées, des neurites sensorielles, N-E-U-R-I-T-E-S, des neurones sensoriels. Ces cellules sont identiques aux neurones de notre cerveau, mais plutôt que d'être situées dans notre boîte crânienne, elles sont situées dans notre cœur. Elles ont les mêmes fonctions. Elles pensent indépendamment de celles du cerveau. Elles se souviennent indépendamment de celles du cerveau. Elles apprennent séparément et différemment de celles de notre cerveau. Ces découvertes ouvrent de toutes nouvelles perspectives quant à notre façon de penser et de concevoir l'être humain et la relation que nous avons avec notre corps. Lorsque j'étais à l'école, dans les années 50-60 et une partie des années 70, on nous enseignait que le cerveau était l'organe principal du corps humain. Nous savons tous bien sûr que le cerveau est important. Mais ces nouvelles découvertes nous montrent que le cerveau reçoit plusieurs de ces instructions. Je dirais même que la majorité des instructions qu'il reçoit et qui lui disent quoi faire proviennent du cœur humain. Et le cœur humain est régulé par nos émotions et nos ressentis. Donc, ce que nous ressentons face à nous-mêmes, à notre relation au monde, est-ce que nous nous sentons en sécurité ou est-ce que nous nous sentons menacés? Est-ce que nous nous sentons connectés ou est-ce que nous nous sentons séparés? Est-ce que nous nous sentons puissants ou au contraire impuissants? Tout à coup, toutes ces relations et toutes ces émotions jouent un rôle bien plus important dans la compréhension de notre corps. Par exemple, lorsque nous nous sentons en sécurité, notre cœur envoie un type de message à notre cerveau et ce signal libère des substances biochimiques qui reflètent ces émotions. Donc, si nous nous sentons en sécurité, notre biochimie, notre système immunitaire est plus fort. Nos enzymes de jeunesse sont renforcées, nous sommes plus jeunes, plus forts. Mais si au contraire, nous nous sentons menacés, si nous avons l'impression que notre monde est dangereux, le message envoyé par notre cœur à notre cerveau est différent. Et le cerveau se dit « Je dois produire des éléments biochimiques différents ». Et ce signal de stress se transforme par un niveau d'adrénaline élevé, par un niveau de cortisol élevé, et lorsque ceci survient, notre système immunitaire arrête de fonctionner. Cela freine la production de télomères, les enzymes de longévité, et cela affecte plein d'autres systèmes encore. Donc cette relation entre notre cœur et notre cerveau est beaucoup plus qu'une métaphore.
C'est une relation littérale, factuelle, énergétique et chimique. Relation que nous commençons tout juste à comprendre au niveau scientifique. Toutefois, ces nouvelles découvertes scientifiques rejoignent ce que les traditions ancestrales, religieuses ou spirituelles les plus anciennes ont toujours dit de façon presque universelle, que la relation que nous avons avec notre cœur est la clé de notre bonheur, de notre santé, de notre sécurité, de notre bien-être. Maintenant, la science commence à dire la même chose. J'ai passé une grande partie de ma vie adulte à rechercher des textes anciens et sacrés provenant des traditions anciennes ou chez les indigènes. Je suis allé à des endroits où ces informations ont été soigneusement préservées. Dans des monastères éloignés, dans les hauts plateaux du Tibet, en Bolivie, au Pérou, en Inde, au Népal, dans les déserts du Nouveau-Mexique, chez les aborigènes d'Australie et d'Afrique. Et aussi différentes que ces cultures puissent être, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles disent toutes que c'est cette relation que nous avons avec notre cœur qui est si importante, que c'est là que nous trouvons notre puissance. Durant des siècles, nous avons cru que nous devions partir étudier dans des monastères, au sommet d'une montagne, que nous devions abandonner notre famille, notre travail ou notre carrière, afin d'apprendre à maîtriser cette relation avec notre cœur, mais ce n'est plus vrai. Nous comprenons mieux tout ceci au point où nous pouvons l'intégrer dans notre vie, de manière à être en meilleure santé, à avoir de meilleures relations les uns avec les autres, à créer des familles plus solides et plus heureuses, et des sociétés plus saines, basées sur ces nouvelles relations. Et tout cela ayant comme fondement ce lien entre le cœur et le cerveau, là où nous pouvons nous connecter à notre intuition, où nous avons accès à notre subconscient pour pouvoir changer des schémas malsains que nous ne voulons plus. Nous savons maintenant comment déclencher des réponses immunitaires puissantes et tout ce genre de choses. Nous savons maintenant que nous pouvons le faire sur demande. Et c'est une manière de penser très différente et contraire à ce que l'on nous a enseigné. C'est une très longue réponse, mais je voulais préciser tout ceci avant de poursuivre les autres questions. Comment pouvons-nous introduire, incorporer cette cohérence dans notre vie? Vous utilisez un mot dont nous n'avons pas encore donné la définition, et je vais le faire maintenant. À chaque instant de la journée, il y a une conversation permanente qui se fait entre notre cœur et notre cerveau. Et cette conversation s'appelle la cohérence. Lorsque cette conversation est optimale, lorsque c'est une très belle conversation, cela peut être mesuré électroniquement. À 0,1 Hz, c'est une fréquence très basse. Notre oreille ne peut pas entendre cette fréquence. Cela signifie que nous pouvons ressentir ce sentiment dans notre cœur, qui déclenche une fréquence de 0,1 Hz entre le cœur et le cerveau. Et à ce moment, nous commençons à harmoniser notre cœur et notre cerveau, à entrer en cohérence. Et une façon d'y arriver est en ressentant certaines émotions comme par exemple l'appréciation, la gratitude, la compassion, l'attention. Ce sont ce genre de sentiments et d'expériences qui relient, qui créent ce signal, cette connexion entre le cœur et le cerveau, d'une manière très puissante. Il y a des techniques qui sont très bien développées dans les traditions indigènes ou dans des laboratoires scientifiques. Elles impliquent la concentration, la respiration et le ressenti des émotions. Et tout cela est mis ensemble d'une façon très simple, afin que nous puissions créer cette harmonie, et c'est bien de cela dont il est question, de créer l'harmonie entre notre cœur et notre cerveau. Nous vivons actuellement une période très difficile un peu partout dans le monde, et ce qui fait qu'on maintient un stress haut, régulier. Alors, quel effet tout ça peut avoir sur notre vie, sur notre santé physique, bien sûr, mais dans tous les plans de notre vie, et comment cette technique-là du HeartMath peut nous aider très simplement? Il y a beaucoup de questions dans cette question. Je vais commencer par dire que les plus grands esprits de notre temps nous disent que ce n'est pas un moment ordinaire que nous vivons actuellement dans l'histoire du monde. Et vous le savez déjà, ce moment est appelé le temps des extrêmes. Ce n'est pas forcément de bonnes choses ou de mauvaises choses, mais de grandes choses, de grands changements qui surviennent dans le monde, et cela entraîne de grands changements dans ma vie, de grands changements dans votre vie. Donc, nous vivons une période de grands changements et nous ne pouvons pas changer cela. La question est la suivante. Comment pouvons-nous répondre à ces changements? C'est pour cela que je trouve que ce travail est si important. Parce que plus nous nous connaîtrons nous-mêmes, plus nous pourrons répondre positivement à ces changements, d'une manière saine dans notre vie. Nous ne savons pas ce qui arrivera dans le monde, mais nous pouvons savoir de quelle façon nous réagirons face à ces changements. La résilience au changement est une grande partie de ce que nous allons parler maintenant. La résilience, c'est notre capacité à accueillir le changement et à rebondir et prospérer. Non pas survivre, mais bien prospérer dans ce monde en transformation.
Donc, nous vivons dans un monde en transformation et je veux que vous sachiez que le monde change à ce point parce qu'actuellement, 3 cycles naturels convergent ensemble d'une façon inhabituelle, rare et tout à fait exceptionnelle. Les cycles climatiques, les cycles économiques et les cycles de conflits humains sont tous le résultat de rythmes naturels, de processus naturels. Et les êtres humains peuvent contribuer au conflit, au niveau climatique par exemple, mais même s'ils n'y contribuaient pas, ces cycles seraient tout de même présents, car ils suivent les rythmes de la nature. Ils sont en relation avec le Soleil, la Terre, les champs magnétiques et le système nerveux de l'être humain, et tout ce genre de choses. Nous vivons un monde exceptionnel de l'humanité. Une rare fenêtre de changement s'est ouverte, créée par la convergence de ces 3 cycles, à ce moment de notre vie. Chose qu'on n'a jamais vue en 5000 ans d'histoire. Donc, c'est le changement qui crée le stress dans notre vie, parce que nous ne savons pas ce qu'il va nous arriver. C'est l'incertitude du changement qui crée le stress. Plus nous nous connaissons nous-mêmes, moins les changements nous font peur. Plus nous avons confiance en notre capacité de gérer les changements, moins ils nous affectent. Beaucoup de personnes et plusieurs gouvernements essayent d'arrêter ces cycles. Ils essaient de freiner les changements climatiques, ils essaient d'arrêter les changements économiques, ils essaient de changer la façon dont les gens et la société interagissent ensemble afin d'arrêter les conflits. Et ceci crée le stress, car on ne peut pas arrêter ces cycles. Ce que nous pouvons faire, c'est accueillir ces cycles et apprendre à prospérer à l'intérieur de cette nouvelle réalité. C'est la nouvelle normalité que nous vivons actuellement. C'est un monde de volatilité que nous verrons apparaître au cours de notre vie. Soyons honnêtes, nous verrons des climats instables, des économies instables et des conflits humains dans cette fenêtre du temps. Lorsque nous acceptons cela, nous commençons à nous sentir différents face à nous-mêmes. Et nous reconnaissons que ce que nous expérimentons est le chaos, qui nous mène à un ordre supérieur. Lorsque vous regardez la nature, à chaque fois que la nature suit un modèle, un pattern qui existe, et qu'elle décide d'aller vers un pattern différent et plus complexe, vers un état supérieur, ce premier modèle doit s'effondrer pour passer au suivant. Et nous savons tous cela. C'est la même chose pour notre travail. Si nous voulons quitter notre emploi pour aller vers un autre emploi, nous devons traverser une période chaotique. Et parfois cela fait mal de quitter un emploi, ou encore de mettre fin à une relation. Pour quelque raison que ce soit, parce que cette relation est difficile, ou pour quelqu'un que nous aimons, si nous avons besoin d'aller vers une autre relation, nous devons traverser le chaos que cela nous fera vivre. Notre monde traverse actuellement le chaos d'un mode de vie non durable, insoutenable. Nos systèmes sont basés sur des gouvernements centralisés, alors qu'ils devraient être basés sur des communautés locales, des énergies locales, des économies locales, de la nourriture locale, dans ces temps extrêmes. Les vieux systèmes s'écroulent, et je ne dirais pas qu'ils sont faux ou mauvais, mais ils ne nous servent plus parce qu'ils ne sont pas durables dans le nouveau monde. Ils fonctionnaient dans l'ancien monde, mais maintenant nous vivons dans un monde global. Presque 8 milliards de personnes vivent dans une communauté globale. Les marchés boursiers, les communications, les systèmes de sécurité, le partage des ressources, la nourriture, l'eau, l'énergie, la médecine. Nous n'avions jamais vécu cela auparavant. Donc ce nouveau monde a besoin d'une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de vivre, et c'est ce qui se passe actuellement. Si nous restons bloqués dans ce chaos, si nous focalisons sur le chaos, cela fait vraiment peur. Mais si nous prenons du recul et que nous regardons le grand portrait et que nous nous disons « Ah, les choses doivent s'écrouler afin que l'on puisse accéder à un ordre supérieur, une société qui est plus mondialisée, qui honore davantage les manières équitables de partage de l'eau, la nourriture et les ressources primaires, de trouver de nouvelles façons de travailler et de collaborer ensemble. » À ce moment, nous ne restons pas pris et figés dans le chaos. Plus nous nous faisons confiance lorsque nous observons ce processus, plus nous savons que ceci n'est pas permanent, que ce chaos est temporaire. Si vous regardez les nouvelles de 18 heures, cela fait peur, car les grands médias ne comprennent pas ce dont on parle aujourd'hui, car les grands médias mettent le focus sur une seule histoire à la fois. Par exemple, aujourd'hui, nous portons toute l'attention sur l'économie et nous disons si seulement nous pouvions régler le problème de la dette mondiale. Ou la semaine passée, nous focalisions sur les problèmes climatiques, étant donné qu'aux États-Unis, il y a eu de grosses tempêtes. Oui, bien sûr, car les gens ne peuvent rien faire. Ils placent toute leur attention sur le problème, mais n'offrent aucune solution. Vous ne pouvez rien faire.
Cela stresse et affecte notre corps. Mais si nous prenons du recul et que nous regardons le portrait global, on ne peut nier que ces choses existent. Elles sont réelles, mais cela nous offre une nouvelle perspective. Par exemple, le changement climatique est un fait. Je suis un scientifique, un géologue diplômé. J'ai étudié les cycles de la Terre et les cycles climatiques. Si les humains ne vivaient pas sur cette Terre, nous aurions de toute façon des changements climatiques présentement. Je pense que nous y contribuons, mais nous ne sommes pas la cause de ces changements climatiques. Et si vous regardez l'histoire de la Terre, vous pouvez voir quand le niveau de dioxyde de carbone change. Oui, il y a des cycles de 100 000 ans environ, des cycles de 100 000 ans, de 41 000 ans, de 26 000 ans, de 50 000 ans, et beaucoup d'entre eux convergent présentement. Donc, on constate que lorsque le dioxyde de carbone a augmenté par le passé à cause de sources naturelles, les températures ont aussi augmenté. Les tempêtes ont augmenté et nous nous trouvons dans ce cycle présentement. Alors soyons honnêtes, comment pouvons-nous être résilients face à ces changements si nous ne sommes pas honnêtes envers nous-mêmes face aux changements? Donc si nous sommes honnêtes, nous nous disons « Ah, nous sommes dans ce cycle de changement. Adaptons-nous à ce changement. » Par exemple, prenons le réseau électrique de l'Amérique du Nord, du Canada, des États-Unis et du Mexique et mettons-le sous terre. Enterrons les lignes électriques car nous vivons une période climatique qui risque d'être instable. Nous aurons des tempêtes de glace, nous aurons des tempêtes de vent, nous aurons des ouragans. Mettons ces lignes électriques sous terre afin d'être résilients au changement. Cela donne beaucoup de travail aux gens, beaucoup d'emplois. Nous aurons un système électrique résilient et lorsqu'il y aura de grosses tempêtes, ce sera un problème, mais pas aussi grand qu'il pourrait l'être. C'est un exemple lorsque je parle d'honnêteté et d'adaptation face au changement climatique. Ce qui se passe présentement, c'est que nous voyons les gouvernements, qu'ils soient locaux ou fédéraux, être dans le déni. Ils disent « Ok, ces tempêtes sont rares, cela ne se reproduira plus ou cela ne survient qu'une fois dans une vie. » Donc tout est détruit. Reconstruisons exactement de la même manière que ce l'était auparavant. Mais cela sera détruit à nouveau. Non, parce que ça ne fonctionnait pas dans le passé. Exactement. C'est une manière de penser et c'est ici qu'il est nécessaire de prendre du recul et de regarder le portrait global. Les cycles mènent au changement. Ensuite, vous quittez le portrait global et vous revenez à votre propre vie et vous vous demandez « Où en sommes-nous par rapport à ces changements ?» Sommes-nous toujours en train de penser comme nous le faisons il y a 10 ou 20 ans, où nous pouvons laisser ces vieilles idées et en accueillir de nouvelles, car nous avons déjà les solutions. Des solutions scientifiques et des solutions techniques existent déjà. Notre manière de penser doit maintenant rattraper la réalité du monde et c'est pour cela que nous avons besoin de leadership. Je ne dis pas que cela doit être les Américains ou les Canadiens ou les Nations Unies. Je dis simplement qu'en général, il est devenu prioritaire de prendre soin de nos frères et de nos sœurs sur cette planète. De fournir de la nourriture, là où les gens ont besoin de nourriture, d'offrir des soins et des médicaments, là où les gens en ont besoin, et surtout d'être honnête sur le fait que nous vivons une période importante de changement. Voilà où tout cela commence. Je fais cette formation avec le docteur Bruce Lipton, qui est biologiste, et je suis géologue. Et nous avons tous les deux été invités à présenter une conférence aux Nations Unies il y a quelques années, afin de partager notre vision et nos perspectives pour le futur. Et ce que je leur ai dit, c'est exactement ce que je vous dis aujourd'hui. Nous pouvons nous attendre à ces extrêmes, mais si nous nous y préparons, il n'y aura pas vraiment de problème. Mais si nous n'acceptons pas cette nouvelle réalité et que nous sommes pris au dépourvu, cela deviendra un problème. Je crois qu'il est important d'accepter cette nouvelle réalité et le fait que nous vivons cette période de changements extrêmes. Vous avez dit qu'il y a des outils que nous pouvons utiliser pour faire face à toutes ces difficultés, dont les exercices de cohérence, la cohérence et la puissance du cœur, mais il y a aussi la prière. Et vous dites que la prière est une science. En quoi la prière est une science? Certainement, comme je l'ai mentionné, la science nouvelle est en train de changer la manière dont nous nous percevons. Elle a renversé 150 ans de pensée scientifique. On nous a enseigné que nous étions séparés du reste du monde et séparés de notre corps. De cette façon, nous nous sentons impuissants dans ce monde. Lorsque notre corps devient malade ou lorsque le monde nous semble chaotique, nous nous sentons impuissants. La nouvelle science nous enseigne que non seulement nous ne sommes pas séparés les uns des autres, mais que nous sommes profondément connectés. Et le langage pour accueillir cette connexion, nos ancêtres l'appelaient la prière. Cela n'a rien à voir avec la religion. C'est une manière d'accéder au champ quantique par le champ quantique qui se trouve à l'intérieur de nous. Ce que nous savons maintenant, c'est que le cœur humain est l'organe qui génère le plus fort champ électromagnétique de tous les organes du corps humain. C'est le générateur électromagnétique le plus puissant du corps humain et il est à l'intérieur de nous. Et ces champs électromagnétiques que produisent notre cœur
communique avec le monde qui nous entoure. Ceci est mesuré, connu et très bien documenté. Ce n'est pas ma théorie ou une simple hypothèse. Donc la façon dont nous produisons ces champs électromagnétiques lorsque nous avons des émotions ou des sentiments, prenons par exemple la maladie. Lorsque nous découvrons une maladie dans notre corps, ce que les études nous montrent présentement, c'est que si nous pouvons ressentir la guérison comme si elle était déjà là, ce qui est très différent que de demander que la guérison se produise, car lorsque vous demandez qu'un sentiment se produise, vous confirmez au champ que la guérison n'est pas réellement là. Mais lorsque vous remerciez en ressentant sincèrement que la guérison est déjà survenue, comme si vous étiez déjà guéri, ceci devient un processus quantique. Et lorsque vous commencez à ressentir ce sentiment, de ressentir cette guérison comme si elle était déjà réalisée, la chimie de votre corps commence à répondre à ce signal. C'est une manière très différente de penser. C'est la différence entre travailler pour obtenir un résultat et travailler en sachant que le résultat est déjà là. Donc, c'est ici que la prière entre en action. Et c'est pourquoi dans les traditions anciennes et mystiques, la prière était si puissante. Dans les livres sacrés, comme la Bible par exemple, des parties ont été retirées au IVe siècle, lors du concile de Nicée. Ces textes anciens ont été retrouvés dans la bibliothèque de Nag Hammadi, en Égypte, dans les années 40. Et ces parties qui avaient été retirées nous donnent les instructions et nous expliquent comment faire,